Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-1 du Milan à Parme ce soir, but de Rebic sur passe de Zlatan à la 8ème minute et but de Kessié sur passe de Théo Hernandez à la 44ème, réduction du score parmesane par l'intermédiaire de Gagliolo à la 66ème et Leao parachève la victoire milanaise à la 94ème sur passe de Dalot. À mes côtés aujourd'hui, Roland, Aristip et Superlio, salut à vous. Bonsoir. Salut. Roland, après une contre-performance face à la Samp la semaine dernière, le Milan renoue avec la victoire et maintient son avance sur ses poursuivants. Oui, il était temps et comme d'habitude, depuis quelques semaines, finalement, c'est les matchs extérieurs qui nous réussissent. C'est vrai que le match de la semaine passée contre la Samp avait quand même laissé un goût amer, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce soir, on était clairement dans un autre état d'esprit. Alors, je sais pas, le fait de jouer à l'extérieur, comme d'habitude, qui nous réussit mieux. La première période a été globalement maîtrisée, hein, surtout qu'il faut dire que l'adversaire n'était pas particulièrement comment dire, actif, on va dire ça comme ça. Donc nous, on a su en profiter, et puis surtout que les deux premiers buts viennent de deux belles actions collectives, donc avec aussi une belle réussite technique individuelle, donc c'était plaisant. Et ensuite, je sais pas, au retour des vestiaires, comme souvent, on s'est arrêté de jouer, et puis bah, jusqu'à l'expulsion d'Ibrahimovic. Alors, on ne sait pas encore trop pourquoi il est expulsé, mais c'est probablement pour des insultes à l'arbitre. J'ai un peu de mal à comprendre comment, quand tu as 40 ans, que ton équipe mène 2-0 et que tu joues dans un stade vide, tu peux te permettre d'insulter l'arbitre. Il y a des chances que ça s'entende et c'est quand même pas forcément très intelligent. Donc, bah, il nous a planté, hein, il nous met dans la merde, clairement, si on peut dire ça comme ça. Derrière, on souffre, et puis bon, bah, finalement, il y a ce dernier but dans le temps additionnel qui vient soulager un peu tout le monde, mais bon, ça n'a finalement pas été de tout repos et on s'est fait peur. Oui, c'est vrai que Zlatan, qui va jouer dans le prochain Astérix, a dû prendre l'arbitre pour un Romain. Mais Aristipe, bon, c'est vrai que côté Parme, c'est quand même pas terrible. Le nombre de passes ratées, le nombre de fautes techniques chez notre adversaire du jour, c'était assez impressionnant. On va rappeler quand même qu'ils sont proches de la relégation, hein. Mais Milan s'en est plutôt bien sorti. L'expulsion de Zlatan, comme l'a résumé Roland, effectivement a compliqué les choses, hein. On a vu à la 76e une frappe à côté également de Cornelius, je crois. Il y avait un double arrêt, bon ça c'était avant l'expulsion de Donnarumma face à Conti et Pellé à la 51e. Sinon, il faut bien le dire, Parme nous a pas inquiété plus que ça. Bah, c'est d'autant plus dommageable, comme l'a souligné Roland. En effet, on contrôlait absolument le match de bout en bout, sans être géniaux, hein, il est vrai. Mais voilà, avec deux belles actions quand même sur les buts. Mais on a revenu en seconde mi-temps. Je pensais qu'on allait maintenir le 0-0. Alors effectivement, on n'a pas été extraordinaire, mais vu, comme tu l'as dit, MJ, en face, ce qui se passait, c'est-à-dire quand même des passes à 5 mètres ratées. On aurait dit un peu le Milan des années, vous savez, de l'ère façonné Mirabelli en 2017, quand on ratait des passes à 3-4 mètres, hein, au milieu de terrain. Bah, c'était un peu ça Parme ce soir. Et effectivement, bah, Zlatan qui a été le meilleur joueur, disons, presque pour Parme, hein, ce soir. Parce qu'honnêtement, ce qu'il fait, c'est complètement débile, quoi. Dans le sens où il y a aucun danger, il y a rien à gagner sur cette action qui est en litige là où il insulte l'arbitre. Et voilà, il nous met dans le mal, comme l'a souligné Roland, alors qu'on maîtrise parfaitement le match. Pioli pouvait d'ailleurs peut-être gérer ses changements, faire reposer certains joueurs, ou aurait pu faire rentrer certains joueurs qui jouent moins, avec un 2-0 maîtrisé, puis on se retrouve finalement avec à tenir, enfin, je veux dire, les 20 dernières minutes, les 25 dernières minutes, elles sont complètement insoutenables, quoi. Je veux dire, c'est de l'attaque-défense, on relance les ballons en chandelle pour éviter les assauts. J'ai l'impression qu'on jouait à 8 ou 7 contre 11, moi, dans les 20 dernières minutes, parce que c'est vrai que, vu la faiblesse de Parme, je trouve qu'on a vraiment beaucoup reculé, et bien plus que l'absence de Zlatan, pardon, on a vraiment perdu en confiance. J'ai trouvé ces 20 dernières minutes qui auraient pu être mieux gérées. Je trouve que l'équipe s'est vraiment désolidarisée. Je trouve qu'on a un peu eu trop peur de cette équipe parmesane qui n'avait rien fait jusqu'ici, et je pense que Zlatan peut remercier ses coéquipiers pour les 3 points ce soir, parce que lui nous a vraiment mis mal, et je trouve ça, Jean-Joueur Roland, je trouve ça d'une stupidité sans nom qu'à 40 ans on puisse faire une faute aussi bête qu'insulter l'arbitre dans une action qui est même pas litigieuse, gratuitement comme ça, à part relancer l'équipe adverse. Je vois pas à quoi ça sert, et franchement Zlatan, il a été c'est une faute professionnelle ce soir, il va pas le payer que ce soir, puisque je pense qu'il y aura au moins, pour une insulte, ça doit être 2 matchs de suspension, donc il va manquer contre le Genoa et puis le prochain match, et c'est vraiment débile de sa part quand on sait que c'est le seul joueur à son poste qui peut jouer dans ce rôle-là. Ou d'ailleurs, le match d'après, c'est pas la Lazio? Non, il y a peut-être une autre équipe avant, faudra que je Euh... vérifie. Si, c'est la Lazio, ouais, C'est la c'est la Lazio, Lazio. d'accord, donc c'est un match décisif. Super Rio, c'est vrai que Zlatan, bon,
comme nous le dit Aristide, il y a une perte de confiance. Moi, je pense que la perte de confiance est beaucoup liée à la sortie de Zlatan, justement, parce que on connaît l'impact psychologique de ce joueur sur son équipe, et puis sur le plan technique également, il est vrai que comment dire, c'est le point d'appui, comme le disaient d'ailleurs les commentateurs, ils avaient raison, ils nous ont d'ailleurs rappelé que c'était la 10e expulsion de sa carrière, et que la dernière datait de Milan-Naples 2012, si j'ai bien entendu, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que ces points-là, malgré tout, sont quand même très importants, parce que il y a la Lazio qui se profile, après Sassuolo, hein, tu nous le dis à l'instant, Roland, c'est vrai, et puis surtout les 2 dernières journées, ce sera la Juve, et puis l'Atalanta, hein, donc là, le sprint final va être corsé, et ces points-là pris à Parme sont capitaux, Superio. Oui, il fallait rattraper le faux pas contre la Samp de la semaine dernière. Déjà, vous avez pu remarquer la différence entre la Samp, qui est une équipe organisée, rigoureuse, à l'image de son entraîneur Ranieri, et le Parme d'aujourd'hui, hein, qui a eu un jeu assez stéréotypé, des longs ballons aériens pour Graziano Pellè. Bon, ça a marché sur le deuxième but, il faudra encore, sur le but parmesan, pardon, où la déviation de Pellè était prévisible, n'a pas été suivie. Pourtant, le match avait bien commencé. Milan avait fait le plus dur en marquant, si je me trompe pas, dès la 8e minute, ce qui fait que tout était bien lancé. Le Milan était dans une configuration qu'il appréciait, c'est-à-dire jouer en contre avec des transitions rapides qui ont parfois été mal exploitées avec des défauts techniques de certains joueurs, mais je pense qu'on y reviendra dans le bilan individuel. Et comme vous l'avez dit, l'expulsion de Zlatan a déséquilibré le jeu milanais, puisqu'il servait de point de fixation pour faire partir les contres et peser par sa créativité dans les 20 derniers mètres. Une fois qu'il est sorti, l'équipe a commencé à paniquer, a réussi à relancer la machine parmesane qui était très laborieuse jusque-là. Donc c'est plutôt le Milan qui s'est tiré une balle dans le pied avec des errements défensifs sur le but parmesan et la sortie de Zlatan. Alors petite réflexion bonus, je pense que nos amis mondialistes, nos auditeurs mondialistes seraient très déçus si je le disais pas. C'est quand même la 2e semaine consécutive du 1+10. Je me demande, alors là vraiment Roland, je te pose la question, peut-être que tu le sais, je me demande si c'est pas la première fois dans toute l'histoire du club que le Milan aligne aussi peu d'Italiens. Enfin bon, c'est le progrès, hein, bien entendu, nous sommes tous citoyens du monde, c'est bien connu. Puis vous avez vu, on gagne à Parme, hein, donc ça marche, c'est génial. Mais simplement, on me qualifiait de parano il y a quelques années, il y a 3-4 ans, hein, quand j'annonçais ça, donc je ne peux que constater que l'AC migrant existe bel et bien, et je serais juste content de connaître l'opinion des Milanais sur le sujet, via référendum ou autre chose. Moi j'aime beaucoup les référendums. Ce serait intéressant de savoir si le peuple milanais se sent aussi citoyen du monde que le font Elliott. Mais peut-être certains savent-ils ici si le Milan a déjà précédemment dans toute son histoire depuis 1899 aligné aussi peu d'Italiens au coup d'envoi. Roland, t'as une idée? Alors, j'aurais pas la stat précise, hein, mais je pense que sur ces dernières saisons, ça a déjà dû arriver. Un Italien? Peut-être. Ah ouais, je pense peut-être autour de Marc. Franchement, je sais pas. Avant la Samp, hein, je veux dire serait... évidemment. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je sais pas, je pensais peut-être autour de 2014, 15, 16, par là, peut-être. Il y avait Poli, Montolivo. Ça me Ouais, il y paraît en avait hautement bien toujours improbable. Hein. un. Il Ouais. paraît quand même pas mal de joueurs italiens qu'on a peut-être. Ouais, Aquilani n'aurait été déjà parti. Ouais, il y en avait toujours un ou deux, Marc. Donc, je sais pas, mais effectivement. Bonaventura était là, enfin bref. Ouais, Non mais Bonaventura était là, Destro. c'est une question que je me pose, et c'est vrai que certains diront c'est nouveau donc c'est bien, c'est le progrès. Moi je le déplore, tout le monde sait. C'est vrai que la question d'identité, selon moi, est au cœur de la problématique du football à l'heure actuelle. C'est la problématique principale, d'après moi. Mais certains diront évidemment que c'est la suite logique des choses, c'est l'évolution Bien du sûr. monde et que c'est formidable. Bah, tu connais mon opinion là-dessus, hein. Elle est assez proche des idées que tu partages régulièrement. Et ce qui m'a fait rire quand même, si on peut dire, c'est que la semaine passée, lors du match contre la Samp, on a encore eu droit à des commentateurs de beIN Sport qui étaient particulièrement lunaires. C'était Joss et Luis Fernandez. Et au point, ce qui m'a fait rire, c'est que avant le match, avant le coup d'envoi, Joss soulignait justement qu'il n'y avait qu'un seul Italien au Milan. Alors pour que ça soit un commentateur français de beIN Sport, un mec qui commente un match de Serie A toutes les 3 semaines, qui s'en rende compte, c'est bien que ouais, ça surprend. Et bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut, nous, de notre canapé contre ça? Après, moi, effectivement, c'est ce que je me disais encore en voyant la composition. Bah, si je veux voir des équipes comme ça, je sais pas, je regarde la Première Ligue, je deviens tifoso de l'Udinese, par exemple, qui est connu pour ça depuis des années. Mais bon, effectivement, ça me dérange. Mais bon, Ou de l'Inter. on a gagné, on est deuxième. Bah, l'Inter a plus d'Italiens que nous, donc on C'est peut vrai, même c'est plus vrai. on peut même plus les chambrer là-dessus, hein, donc Et ils n'ont bon, pas voilà, n'importe lesquels en plus. Oui, les meilleurs. Ah oui, c'est sûr. Alors que nous, en plus, les Italiens qu'on a, c'est Donnarumma qui veut pas renouveler. Mais qui est quand même bon, disons-le. Euh,
Oui, qui est quand même pas mauvais. T'as Romagnoli qui en touche plus une. Enfin, bon, voilà. Ouais, Écoutez, c'est non, un c'est autre vrai, c'est vrai. débat. On s'éloigne un peu du match de ce Non soir, mais je mais sais, mais je voilà. tenais à le dire parce que on n'a pas fait d'émission la semaine dernière et forcément nos auditeurs l'attendent cette remarque, c'est évident parce que ça fait quand même 12 ans maintenant qu'on fait cette émission et j'en parle quasiment toutes les semaines ou en tout cas enfin, tous les mois. Donc c'est vrai que là c'est particulièrement spectaculaire et comme on me disait mais non tu rêves, tu affabules, ça ne se produira jamais etc. C'est ta paranoïa habituelle. Non, ça se produit, c'est bien la réalité, c'est le sens du vent, c'est comme ça. Hein. Donc soit on l'accepte, on est béat d'admiration devant cette évolution, soit on la dénonce. Moi j'ai tendance à la dénoncer, mais bien évidemment c'est la libre appréciation de chacun. Nous passons donc aux récompenses individuelles. Quel est Roland, d'après toi, l'homme du match côté milanais? Alors moi, jusqu'à la 60e, j'aurais mis Ibrahimovic. Et à partir de la 60e, c'est devenu plus compliqué de le mettre. Donc moi, je vais citer Rebic, qui nous a fait un match, ces fameux matchs dont on parlait avec Aristip à plusieurs reprises dans diverses émissions. Oui. Ces quelques premières touches de balle où on voit qu'aujourd'hui, il est en jambes. Ouais. Et là, c'était à nouveau le cas. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui. Dans les 2-3 premières minutes, il a eu plusieurs ballons. Il a fait des bonnes percussions sur son côté, ce qui a pu manquer parfois sur certaines de ses prestations. Et la réalisation de son but est franchement, enfin moi j'adore ça. Le contrôle orienté, enfin la feinte, le service déjà d'Ibrahimovic est très beau. Le contrôle orienté, la frappe. Le but est magnifique. Et à côté de ça, j'ai trouvé encore qu'il a fait les matchs que j'aime beaucoup de lui en étant très juste techniquement, tactiquement, en étant très haut lorsqu'il fallait presser. Lui, c'est toujours un mec qui ne rechigne pas pour aller au pressing, pour aller chercher des Ouais, toujours ballons, pour aller accrocheur, c'est ça, aider. ouais. Hmm. Pour aller aider même Théo Hernandez dans son couloir quand il s'agit de défendre. Donc moi j'ai beaucoup aimé le match de Rebic. Bon, qui a fini un peu en, comment dire, en eau de boudin avec sa sortie tactique, si on veut, suite au carton rouge d'Ibrahimovic. Mais voilà, pour moi, c'était le meilleur ce soir. Et si Ibrahimovic n'avait pas été aussi stupide, c'était pour moi Ibrahimovic, clairement. Aristip. Au niveau de mon top, effectivement, j'aurais pu parler de Rebic et je rejoins Roland sur l'analyse, hein. Mais je vais mettre Jair pour ma part parce que je l'ai trouvé. Je trouve ça quand même assez difficile de mettre dans le top, disons, un joueur offensif, dans le sens où à partir de la 60e minute, ils ont plus eu de ballon, ça a été très compliqué, ça a été un peu tronqué. Donc j'ai choisi disons, un point d'honneur à un joueur défensif et j'ai trouvé que Jair très bon aujourd'hui avec beaucoup de bonnes relances, hein, parce que c'est lui quand même qui est à la base de toutes nos combinaisons intéressantes en première mi-temps, avec de très belles relances au départ des actions, notamment à la 3e et à la 15e minute. Des belles têtes, j'ai envie de dire, défensives, où il soulage un peu sa défense à la 13e minute, des bonnes récupérations. Donc non, Jair égal de la première à la dernière minute et très bon ce soir. Super Youp. J'aurais aussi mis Simon Kjær parmi les satisfactions du match pour sa lecture du jeu, pour son marquage sur Pelé qui était assez efficace. Pourtant, on sait que Pelé est un gabarit difficile à marquer avec le jeu de haut but. J'ai trouvé qu'il a bien guidé la défense, était très sûr. Bon, je fais juste une remarque qui est peut-être un peu hors sujet, mais quand on voit que certains des meilleurs joueurs de la Serie A sont Chiellini pour les défenseurs, Kjær qui était remplaçant à Ligue en fin de parcours et qu'Ibrahimovic est l'un des meilleurs attaquants de la Serie A, on peut se poser des questions Bien sur sûr. le niveau de la Serie A, son rythme. Quand on voit que l'âge de certains joueurs, hein, ça n'enlève rien du tout à leur talent, quand on voit l'âge de certains joueurs qui réussissent dans le championnat italien, on peut poser des questions sur le niveau du championnat italien et sur les éliminations prématurées en Ligue des Champions. Hein. Ce qui est paradoxal parce que le Milan aligne la plus jeune équipe de Serie A et même d'Europe, je crois. Oui, c'est paradoxal, mais c'est encore une fois la réflexion qu'on s'est déjà faite plusieurs fois et qui a été faite par le joueur de la Roma, Calafiori. Beaucoup de jeunes joueurs italiens ne jouent pas. Hein. À l'Ajax, dans d'autres championnats, ils jouent. Calafiori, remplaçant la Roma, dit bien que les joueurs de l'Ajax, à son âge, ont déjà 30 ou 40 matchs déjà faits. On en revient toujours à cette confiance envers les joueurs. Hein. Alors que les sélections de jeunes italiennes obtiennent des résultats quasi équivalents, voire supérieurs aux jeunes néerlandais. Hein. Donc bon, après, c'est une question de mentalité. Quelle est, Roland, ta bonne surprise du match? Pas véritablement de bonne surprise pour moi, à part, je voulais à nouveau souligner la bonne prestation du duo de défense centrale Kjær Tomori. Bon, Aristip et Supalio, vous avez déjà parlé
de Kier, mais même Tomori, enfin, je trouve que cette association est vraiment pertinente et elle est efficace. Ils ont deux styles assez différents, ils se complètent bien. Et moi, je suis toujours aussi agréablement surpris du niveau de Tomori, enfin, on a vraiment l'impression qu'il est là depuis plus que 2-3 mois. Il a une vraie maturité quand il joue et moi je le trouve vraiment très 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 intéressant et s'il continue comme ça, moi je suis vraiment pour le garder l'an prochain parce que c'est difficile de trouver des bons défenseurs centraux jeunes. Donc là, on a quand même un très bon élément et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que sur la fin de saison, on va avoir besoin de lui et de Kier évidemment. Aristide. Au niveau de ma bonne surprise, bah du coup je vais mettre Rebic. Roland en a parlé tout au début, hein, mais voilà, je rejoins pareil l'analyse qu'on se dit souvent, hein, mais oui, les premières minutes de Rebic, on voit qu'il est dedans, un premier dribble réussi à la 2e minute, un dribble et un centre réussi à la 4e. Ses contrôles sont bons et ce qui est assez rare dans les matchs de Rebic, c'est qu'il arrive disons, à faire des bons contrôles orientés. Souvent il est un peu pâteau là-dessus et là dès les 5-10 premières minutes on voyait que ses contrôles étaient tout de suite bons, orientés, ça allait vite et là on se dit bah, comme d'habitude, bon ça y est, il est dans son match, il peut nous faire quelque chose et effectivement il nous fait un très bon match Rebic avec ses armes. Effectivement en deuxième mi-temps on l'a moins vu mais ça c'est dû à la physionomie du match, j'ai envie de dire, mais non, Rebic bonne surprise parce que il fait pas toujours des bons matchs, mais dès qu'il en fait un, c'est vraiment plaisant à regarder parce qu'il se donne à fond et en plus il est juste techniquement et c'est pas le cas de tous nos joueurs. On va voir si Superlio a un autre nom. Oui, moi je mettrais un entrant Diego Dallo Oui. pour sa bonne rentrée, sa bonne défense sur Traoré et son contre express en fin de match avec la lucidité pour servir Leao pour marquer le 3e but, qui ont prouvé une prestation de qualité. Et je tiens à dire qu'il a largement fait mieux que son prédécesseur sur le terrain, Kalulu, notamment au niveau technique et des relances qui étaient catastrophiques chez ce jeune joueur. Nous passons à la déception avec Roland. Bah, la transition est toute trouvée grâce à Superlio puisqu'effectivement j'avais pensé à Kalulu que j'ai trouvé très poussif et pas dans le même tempo que ses collègues. Mais bon, après, voilà, comme on dit souvent, c'est un jeune, donc pourquoi pas. Et je préfère le voir jouer, lui, en cette fin de saison, que Dalot, qui a été très souvent mauvais et qui ne nous appartient pas et qui a une option d'achat assez élevée, donc je pense ne restera pas chez nous. Donc je préfère toujours faire jouer un jeune quand il nous appartient, en plus. Mais je vais tout de même en flop de ce match-là mettre à nouveau Çalhanoğlu, qui a été complètement transparent à nouveau. Comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière, comme les semaines d'avant même, ça fait quand même quelques temps qu'il est pas au niveau. Enfin, on pourrait dire qu'il est pas au niveau s'il avait vraiment un niveau très bon, constant, continu. Lui, on est plus souvent sur ce niveau-là que sur du très bon. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il était à son niveau ce soir? Bah peut-être, malheureusement. Les coups de pied arrêtés, je comprends toujours pas que ce soit toujours à 100% pour lui. J'ai du mal à saisir comment on peut espérer quelque chose avec un tireur de coups de pied arrêtés comme lui. Toujours en train de glisser sur le terrain comme souvent, hein. Il faut qu'il fasse quelque chose avec son équipementier parce que les crampons ça va pas du tout. Et voir un numéro 10 avec aussi peu de rythme et de sens du jeu, j'ai du mal à saisir. Et j'en viens, pendant le match, je me demandais justement si notre regretté Kevin Prince-Boateng n'avait pas été un meilleur 10 que Çalhanoğlu. Donc, là, tu vas très loin. Mais ouais, mais... ouais, non, mais je me pose la question. Franchement, à force, je me pose la question. Et faut bien se rappeler que dans 2 mois et demi, à peine, Çalhanoğlu n'est plus un joueur du Milan, hein, théoriquement. Donc à l'heure actuelle, je vois aucune raison de le prolonger, si ce n'est pour qu'il ne parte pas à 0 €. Ouais, c'est vrai que son départ ne me chagrinerait pas non plus. Aristide. Bah mon flop il est tout trouvé, hein, c'est Ibrahimovic pour moi. Je le trouve un peu dur envers Kalulu dans le sens où déjà je me demande comment Kalulu peut être en flop numéro 1 alors qu'il vu la prestation et la faute professionnelle d'Ibrahimovic, puisque là on parle pas de une ou deux relances ratées, hein, on parle d'un gars qui nous a carrément plombé, qui a failli nous plomber le match à 40 ans. Mais Kalulu effectivement a pas été extraordinaire. Bon après je retiens aussi qu'il a 20 ans, qu'il a pas fait énormément de matchs à ce poste-là, hein, en tant que défenseur latéral droit, puisqu'il a quand même plus évolué en poste de défenseur central à la place de Gabien. Mais aussi, oui, il a pas été
Je l'ai pas trouvé catastrophique, je trouve que le mot est un peu fort, mais effectivement c'était dans les 2-3 moins bons de l'équipe. Mais voilà, pour moi le vrai flop aujourd'hui c'est Ibra, parce que Ibra, ce qu'il fait aujourd'hui c'est inadmissible, et puis on va s'en séparer pendant 2 jours, on a personne à son poste. Non, on n'a pas besoin d'un joueur de 39 ans avec un salaire de 7 millions pour nous faire ça, on a vraiment pas besoin. Superio. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour un joueur de 39 ans, avec son statut, son expérience, faire une telle erreur, ça devient quand même lamentable, sans compter qu'il faudra envisager la vie sans lui, et le Milan sans Ibrahimovic devant est une équipe quelconque, notamment au niveau de l'animation offensive. Après, dans les flops, j'aurais peut-être mis Saelemaekers pour son jeu peut-être trop scolaire. Il s'est bien replacé, mais ne fait aucune différence sur les côtés, notamment dans la bonne période milanaise, quand les contres pouvaient être tranchants. Je trouve qu'il n'a pas été assez tranchant justement sur les phases de contre. Nous passons aux accessites et aux mentions particulières qui, je le rappelle, ne sont pas obligatoires parce que parfois on me dit on est à court d'arguments, on n'en a plus, on a tout dit. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Roland. Non, moi c'est juste pour répondre à Aristide, non pas que je pense que Kaloulou a été le moins bon ce soir, mais en première période, lorsque l'équipe tournait à peu près correctement, voilà, je trouvais que c'était lui qui était plus en retrait que ses coéquipiers. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le citer, mais effectivement, enfin, comme on dit souvent, voilà, je sais même pas quel âge il a. Il doit avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. 20, 21, je crois. Ouais. Bon, voilà, il a très peu joué à ce poste-là, effectivement. Ça n'a pas été catastrophique, loin de là, mais bon, effectivement, je pense que ça n'a pas été le meilleur, loin de là, mais effectivement, de toute façon, avec Çalhanoğlu qui n'en aligne pas une et Ibrahimovic qui je sais pas, qui a eu les filles qui se sont touchées l'espace d'un instant, ça ne pouvait pas être Kaloulou le flop, bien sûr, sur ce match-là. Sinon, pour les accessites, à proprement parler, moi, j'aurais rien de plus à souligner. Pas de souci, mais simplement pour dire, Aristide, Roland, finalement, vous êtes sur 2 niveaux différents, parce que Roland, tu focalises sur le sportif uniquement, et Aristide, Ouais. tu parles de l'extra-sportif quelque part. Donc bon, Oui, dans les deux cas, vos arguments se défendent, il n'y a pas de souci. Aristide, y a-t-il un autre joueur que tu n'as pas encore cité et sur lequel tu voudrais t'étendre? Bah oui, c'était pour rebondir. Je vais m'opposer cette fois, non pas à Roland, mais à Superlio. J'aime bien m'opposer en ce moment. Mais t'as raison, c'est ça Euh, l'émission. C'est fait c'est pour vrai. ça. Il n'y a plus Bah, je suis Abaté, plutôt il n'y a plus surpris de... Pirlo. Donc il faut bien à un moment Bah donné oui, qu'on trouve il n'y a plus de quoi Montolivo. s'opposer, bien sûr. Et puis il n'y a plus Ni Romagnoli qui est Bakayoko. titulaire non plus. Il n'y a plus Bakayoko non plus, ouais. Il y a plus Bakayoko. C'est bien envoyé, ça, elle est belle. Elle est belle. Et non, je voulais m'opposer à Superlio pour sa remarque sur Saelemaekers que j'ai trouvé. Alors, bon, on parle de Saelemaekers, donc effectivement, il va pas nous sortir non plus un triplé, etc. Mais je l'ai trouvé quand même moins mauvais que d'habitude. Je l'ai même trouvé intéressant en première mi-temps. J'ai noté quand même des bonnes récupérations. Il oriente bien le jeu à la 28e et à la 35e pour accélérer un peu le jeu. Des dribbles réussis sur son aile droite en première mi-temps qui amènent des coups francs dangereux. Pareil, toujours très compliqué de le noter sur la deuxième mi-temps alors qu'on a pu jouer au foot. Mais à la première mi-temps, j'ai trouvé tout à fait correct de Saelemaekers. Et enfin, je voulais Superlio, juste... pardon, mais simplement, je pense que Superlio Oui. dit qu'il fait pas la différence. C'est-à-dire qu'on attend des passes ouais, c'est vrai. décisives, on attend des actions Non, d'éclat, c'est vrai. on attend, je sais pas, je vais pas dire des chevauchés fantastiques, mais enfin, de ce genre de joueur qui joue sur les côtés, qui est censé dribbler, qui est censé, je sais pas, donner des bons ballons aux attaquants. On attend toujours plus. Donc je pense que c'est ça qui a déçu Superlio. Oui, c'est vrai, un peu à l'instar d'un Paqueta, rappelons-nous l'année dernière, qui malgré parfois, je pouvais dire qu'il faisait des bons matchs, mais t'as raison, il n'y avait pas de passe décisive ou de but à la clé. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on parle de Saelemaekers à la base. C'est vrai que je m'attends pas à ce qu'il soit aussi décisif qu'un Rebic dans les grands matchs. Et effectivement, il est moins mauvais que ses derniers matchs. Après, oui, effectivement, enfin, il nous faut quelqu'un sur l'aile droite en tant que joueur décisif. Ça, c'est sûr que là-dessus, je rejoins tout à fait Superlio. Et enfin, je voulais parler d'un joueur qui, quand même, ça y est, je l'ai retrouvé. Et je suis content de l'avoir retrouvé à ce niveau-là. Alors, même si Parme, on en a discuté, c'est quand même une petite équipe. C'est Bennacer. Ça y est, j'ai enfin retrouvé un semblant de Bennacer, vous savez, j'ai envie de dire du début de saison et même de la saison dernière. Parce que jusqu'ici, enfin, jusque-là, depuis sa blessure, finalement, sa vraie blessure, sa première contre le Napoli, je pense, j'avais vraiment pas revu le Bennacer. J'avais trouvé très émoussé physiquement. Contre la Spezia, lors de notre défaite, il avait pris l'eau. La semaine dernière, c'était très mauvais aussi. Honnêtement, je l'avais trouvé vraiment très en peine depuis novembre, depuis ses quelques apparitions. Et là, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Alors, quelques pertes de balles dangereuses, notamment à la 13e minute. Mais voilà, je trouve qu'il fait une belle passe clé sur la passe décisive d'Ibrahimovic et le but de Rebic à la 8e minute. C'est des bonnes récupérations. Voilà,
je trouve un peu plus en jambes et je pense que ce joueur a besoin d'être en jambes et d'être prêt physiquement pour faire des bons matchs parce que jusqu'ici on le comparait beaucoup, vous rappelez, à Marco Verratti et ce qu'il n'a pas de Marco Verratti pour l'instant, c'est que Marco Verratti il peut être absent 3-4 mois pour suivre un peu les matchs du PSG hein, et revenir en Ligue des Champions à la 60e et rentrer à la 60e minute et casser tout le milieu de terrain à lui tout seul alors qu'il a 30 minutes dans les jambes. Ça c'est ce que peut faire Marco Verratti aujourd'hui. Benacer, j'ai quand même l'impression avec ses quelques blessures qu'il lui faut quand même du temps pour revenir en termes de physiquement, il a besoin d'être plus prêt pour avoir un impact sur le jeu et ce soir j'ai trouvé quand même très intéressant et prometteur pour la suite. Alors je crois que Roland vient d'avoir une idée d'Accessit. Oui, en effet, je me réveille un peu tard, mais c'est que, en fait, c'est un joueur que j'avais complètement oublié. Mais Léao qui marque à la fin, certes, mais alors son entrée, elle est ridicule. Dans l'investissement, il nous a fait un grand match de Léao. On l'attend, je sais pas, pour dynamiser un peu, et il n'a rien fait. Et il y a eu au moins 3 séquences où on reculait, où les joueurs de Parme avaient le ballon devant, dans notre moitié de terrain, et lui, il était dans le rond central, presque les mains sur les hanches, même pas faire semblant d'aller gêner le porteur de balle. Et je me suis dit, mais enfin, il a rien retenu, enfin, il se rend pas compte de ce qui se passe. Donc finalement, bon, il marque à la fin, et heureusement. Donc c'est bien, il va pouvoir se reposer là-dessus. Il n'avait pas marqué depuis une vingtaine de matchs ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé son entrée vraiment, enfin, pas au niveau, quoi. Venant d'un jeune joueur comme ça, je comprends pas. Je m'attends à ce qu'il, je sais pas, il ait les dents qui rayent les parquets, un peu, qui montre qu'on peut compter sur lui, mais même pas. Bon, bah voilà, il aura son but, il aura les stats pour lui, et tant mieux. Brève réaction d'Aristip avant qu'on écoute Soupalio. Petite réaction sur les AO, je rejoins là un peu ce que dit Roland. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, regardez bien sur le troisième but, du coup, le but de Leao sur la passe de Dalot, juste avant de passer sur le zoom où on voit Dalot entre deux joueurs, où c'est bien zoomé, on voit Leao juste avant qui fait l'appel et il tire à moitié la langue. Il a la tête baissée comme s'il allait fournir un effort incroyable et comme s'il Oui, était c'est complètement vrai, c'est vrai. rincé, alors qu'il est rentré, je rappelle, à 84e minute, le gars. Hein. Donc c'est-à-dire que le gars, il est déjà complètement rincé par l'appel et par la course qu'il doit faire, qu'il doit se projeter parce que Dalot est sur l'aile droite, alors qu'il est rentré il y a quoi, il y a 7 minutes. C'est Et que la ça qui m'a vitesse est son marqué point moi fort. effectivement. Bah ouais, mais bon, tu sens que l'effort ça le pèse alors qu'il vient de rentrer. C'est ça qui m'a trouvé assez aberrant en effet. Bon, Soupalio, vas-y, on t'attend. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est la séquence du but parmesan, parce que Pelé, qui est son geste est assez évident. On voit sur le ralenti qu'il prend bien le temps de regarder pour faire la remise, qu'il a vu son camarade libre dans la surface, et on se demande où était Hernandez sur le coup, qui doit le couvrir en tant qu'arrière latéral gauche. Et on voit même Donnarumma qui arrive en retard sur le buteur parmesan. Donc, c'est juste cette phase défensive qui m'a dérangé, qui rappelle un petit peu le profil d'Hernandez, bon contre-attaquant, mais léger dans les duels défensifs. J'ai pour souvenir son duel face à Chiesa de la Juve, où c'était très, très, très délicat pour lui pour défendre. Donc ça résume bien tout joueur, très bon contre-attaquant, mais qui a encore des progrès défensifs à faire. Et puis son carton jaune n'est pas terrible, hein, mais bon. Donc, Bon, on va peut-être passer au mot de la fin. Alors, je vais peut-être commencer, tiens, pour une fois, ça va changer. Je voulais dire un petit mot sur la nationale, et puisque nous n'avons pas pu enregistrer une émission après Bulgarie-Italie, faute de personnel disponible, ça fait quand même 3 victoires 2-0, hein, certes sans briller, mais enfin très peu d'occasions concédées, et puis j'ai trouvé une maîtrise globale incontestable. Et je me demandais si c'était le retour du cynisme, du pragmatisme et du minimalisme, hein, qui me sont chers. Alors évidemment, on faudra juger face à des adversaires de meilleure qualité, ça tout le monde me le dira, mais on a quand même déjà pu avoir un petit aperçu face aux Pays-Bas en début de saison, hein, à 2 reprises. On a fait un nul et une victoire contre eux. D'ailleurs, c'est contre ces mêmes Pays-Bas que Zaniolo s'était blessé. Zaniolo qui a différé son retour, hein, qui a la Covid, si je ne m'abuse, donc il reviendra le mois prochain. Ça va être compromis pour lui, ça va être compromis pour Mancini, hein, de le sélectionner pour l'Euro. Mais enfin, quand même, on peut souligner ce travail de Mancini, hein, qui, je le rappelle, a 20 dirigeants de club contre lui, dont le fond Elliott. Et je trouve qu'il a pas mal de mérite, parce que franchement, on lui met des bâtons dans les roues. Si je devais parler des limites, à mon humble avis, hein, de cette équipe d'Italie, c'est la charnière centrale vieillissante, et puis l'absence d'essuie-glace au milieu, parce que le milieu technique c'est bien, mais face à des gros, faudra plus de récupérateurs, et nous n'en avons pas beaucoup, donc bon courage, mais en termes de résultats, c'est positif pour l'instant, donc croisons les doigts. Voilà, Superlio, je te lance là-dessus, parce que je pense que tu aurais peut-être aimé en dire 2 mots. oui, alors sur la nationale, je rejoins ce que tu as dit. Il faudra voir contre de grosses écuries. Il y a 25 matchs sans défaite, mais il faut voir aussi les adversaires, Liechtenstein,
l'Arménie et l'Irlande du Nord ne sont pas des gros clients. Après, ce qui est agréable de voir, c'est que l'équipe d'Italie a pu battre ces équipes sans galérer, comme ça a pu être le cas il y a une vingtaine d'années, voire très récemment avec Ventura et un partout contre la Macédoine du Nord. Après, j'ai rajouté juste un dernier point faible de cette équipe, c'est aussi la finition. Immobilier n'a pas le même rendement en équipe nationale et sur le dernier match contre la Lituanie, il a 5-6 occasions qui doivent être au fond. Donc ça pose le problème quand on n'a pas un avant-centre tueur devant, de comment ça se passe. Après, pour le milieu de terrain, on a quand même des porteurs d'eau, parce que Verratti et surtout Barella sont d'un très très gros niveau. Et Ouais, bah alors, encore une fois, il ce sont des faudra hommes à tout voir. faire, je suis d'accord, très forts techniquement, mais enfin, pour défendre, on n'a pas de caissier, quoi. C'est ça que je veux dire, on n'a pas de Gattuso, on n'a pas de joueurs comme ça, hein. Même chez les jeunes, pour avoir vu les espoirs qui se sont qualifiés Avec un pour magnifique les but quarts de de Cutrone d'ailleurs. oui, et qui s'en sont bien sortis dans une poule qui était très difficile, avec beaucoup de cartons rouges de joueurs suspendus, dont Scamacca, leur avant-centre numéro 1, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, mais chez les jeunes, on n'a pas vraiment ce profil-là de numéro 6, il faut remonter le dernier grand 6 italien, je compte pas Pirlo parce que c'est un profil différent, un 10 devant la défense, mais pur récupérateur, il faut remonter à Gattuso, Ambrosini, voire même encore un peu plus loin, Dino Baggio, Albertini, Tacchinardi et Tomasi, il faut remonter à quelques années. C'est vrai, Tomasi, c'était le début des années 2000, hein, la Coupe du Monde 2002, si je ne m'abuse. Il jouait avec Christian Zanetti, si je ne me trompe pas, Cristiano Zanetti au milieu. Et c'est vrai qu'on n'a plus ce profil. Et je trouve que Verratti, Sensi, ce sont des super joueurs, hein, c'est vraiment pas la question. Sensi, moi je trouve, pour un joueur qui a très peu joué, c'est vrai, côté Inter, on sait qu'il a été handicapé par les blessures. Sur les quelques minutes qu'il a joué, je l'ai trouvé impressionnant. C'est-à-dire que tu retrouves d'ailleurs un peu le même profil que Verratti. Je trouve que ces deux joueurs se ressemblent un peu. Et tout à l'heure, quand vous parliez de Benacer, ça me faisait penser aussi un petit peu à Sensi. Le seul problème, c'est sa fragilité, mais techniquement, c'est vrai que pour faire le relais, c'est formidable ce genre de joueur. Maintenant, je répète, moi je pense toujours à l'équipe de France. Si l'Italie joue l'équipe de France, il faudra un autre milieu. C'est pas possible. Tu joues avec ce milieu-là, tu te fais défoncer, quoi. Bon, on va donner quand même la parole à Roland pour son mot de la fin. Non, mais je vais continuer sur la nationale, et puisque j'avais pu participer aux dernières émissions là-dessus. Euh, Certes, les adversaires ne sont pas fameux, faut bien le reconnaître, mais enfin, on vient de loin quand même. Euh, on revient de très loin quand on voyait le niveau de l'équipe d'Italie sous Ventura, et même enfin, j'avais l'impression que mentalement tous les joueurs étaient lessivés par cette période sous Ventura, et Mancini a eu beaucoup de mérite d'arriver à recréer quelque chose, et moi j'aime bien ce qu'il fait lorsqu'il convoque pas mal de monde, ou quand il organisait une période, bon, hors Covid, les petits stages parfois à Coverciano. Je trouvais ça pertinent pour brasser large, pour montrer aux joueurs qui sont surveillés, y compris aux jeunes qui sont surveillés par la Nationale A. Donc moi j'aime beaucoup son travail. Alors c'est sûr que je ne vois pas l'Italie gagner l'Euro, loin de là. Effectivement, contre une équipe comme la France, ou même contre l'Allemagne, je pense que ça va être compliqué. Et toutefois, il y a à nouveau un peu de plaisir à regarder la nationale, et ce qui n'était pas le cas pendant un certain temps, parce que l'état d'esprit me semble bon, et même si on ne se régale pas forcément, moi j'apprécie de voir à nouveau des gens qui sont un peu concernés par ce qui se passe. Et j'ai l'impression que Mancini a aussi pour mérite de s'être rendu compte de l'étendue du chantier qu'il avait en face de lui. Donc moi j'apprécie ce qu'il fait, et puis bah, comme je le disais déjà l'an passé, vivement l'Euro. Oui, ça c'est quelque chose que je disais souvent également. Mais c'est vrai que Mancini, j'ai dit qu'il a beaucoup de mérite parce que déjà il faut savoir quand même qu'il n'est pas venu en courant, hein, pour ce poste. D'ailleurs, personne, je crois, voulait reprendre réellement le poste de Ventura. C'est pour ça qu'il faut souligner son action. Et puis je le répète, moi je pense que je répéterai jamais assez. Le mal, le vrai problème, c'est l'absence, en tout cas le petit nombre de joueurs italiens titulaires dans nos gros clubs. Hein, nos gros clubs qui se font d'ailleurs, je le répète également, sortir des compétitions européennes. Comment dire, Aristide nous rappelle ça chaque semaine. Donc c'est problématique quand même. On a très peu de joueurs qui jouent réellement les grandes compétitions, à part ceux du PSG évidemment, parce que le PSG a tapé avec la manière le Bayern sous la neige il y a quelques jours. Mais c'est dommageable parce que à l'approche d'une grande compétition comme ça internationale, il est quand même très intéressant d'avoir des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau, et dans cette équipe malheureusement il n'y a pas tant que ça, quoi. Mais bon, on va évidemment les soutenir et les suivre, et on sera là à chaque match, hein, bien évidemment, au mois de juin pour l'Euro. Aristide, évidemment tu peux parler de ça ou d'autres choses, hein, le mot de la fin c'est très libre, tu sais.
Bah juste pour rebondir sur ce que vous dites pour l'équipe d'Italie, moi j'ai pu suivre effectivement quelques matchs, alors un peu de loin, mais il y a un milieu qu'on oublie qui est pour moi assez épais dans ce milieu très léger que vous décrivez, c'est Locatelli. Je trouve que Locatelli, il a quand même un assez grand volume de jeu et je le trouve, il est pas fin, il fait quand même des courses à l'épaule, il est assez physique. Alors ok, c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas Pogba, mais c'est pas non plus Paul Pogba, mais enfin Paul Pogba dans ses meilleures heures, j'ai envie de dire quand Non il mais est il en est très forme, bon, mais quelle etc. expérience européenne. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire Oui, que ça oui. Locatelli, je suis d'accord, je suis le premier à regretter son départ. Moi, je voulais qu'il reste à Milan, je voulais qu'il joue à Milan, et je pense qu'on a énormément perdu en laissant partir ce joueur. Mais il joue à Sassuolo. Eh oui, Ah Aristide. d'accord, je croyais que tu disais juste que les milieux italiens étaient, j'ai envie de dire, des petits formats. Non, je dis Tu les vois, deux. comme tu En parlais de fait, non, il y a les deux Gattuso, problèmes. etc. C'est-à-dire que Ah je pense d'accord. qu'il y a très peu de vrais récupérateurs, que c'est compliqué de les trouver, mais qu'il y a aussi un deuxième problème qui vient se surajouter, c'est qu'il y a très peu de joueurs, enfin très peu de C'est joueurs, vrai. il y en a quelques-uns quand même avec les Interistes, mais qui se sont fait sortir assez rapidement, hein, on en a suffisamment parlé ici, et puis la Juve bien sûr, mais je veux dire, il y a très peu de joueurs qui jouent la Ligue des Champions, moi c'est ça que je veux dire, à Sassuolo c'est très bien, Locatelli est très bon, mais combien de gros matchs joue-t-il par an, hein? Est-ce qu'il a l'habitude Non, de c'est se vrai. frotter à des vrais numéros 10, à des vrais attaquants de classe mondiale régulièrement? Je crois pas. Non, non, c'est sûr. Non, là-dessus, je partage ton point de vue que les meilleurs joueurs italiens devraient jouer en Serie A. C'est vrai que quand tu vois que les titulaires sont aussi Jorginho et Verratti, les deux ne jouent pas en Serie A et du coup, il n'y a aucun automatisme, etc. avec le reste. Hein, non, c'est sûr que c'est un problème. C'est un problème là-dessus. Ça, c'est évident. Et pour mon second mot de la fin, bah, juste pour dire qu'il reste quand même 8 matchs, 8 journées de Serie A et vivement la fin parce que je trouve que l'équipe est clairement sur les rotules. Alors, c'était sur les rotules physiques il y a encore quelques semaines, voire quelques mois, parce qu'on avait beaucoup de blessés, qu'on n'arrivait pas à enchaîner les matchs. Là, je trouve que même mentalement, on y est quand même un peu de moins en moins. Ok, les deux actions, les deux buts sont super, mais bon, pour le reste, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mentalement, sur le board, c'est un peu sur le point de craquer, pardon. Donc ouais, vivement qu'on stoppe le championnat, qu'on arrête, qu'on sauvegarde cette seconde place et que le championnat se termine vite parce que franchement, je trouve qu'on est un peu limite ces derniers temps. Oui, parce qu'il va y avoir un vrai suspense pour cette qualification, même en Ligue des Champions. Ouais, On va rappeler qu'en début de saison, ici, tout le monde ne croyait pas à la qualification en Ligue des Champions. Bon, très vite, pour ma part, j'y ai cru, hein. Autant le titre, je trouvais que c'était assez utopique, mais enfin, on pouvait en tant que supporter l'espérer, bien sûr. Mais enfin, on a assez vite compris, vu les limites et notamment les problématiques de banc côté Milan, eh bien, que ce serait compliqué. Mais là, c'est vrai que les poursuivants se rapprochent. Et il y a la Lazio, il y a la Juve et il y a l'Atalanta, notamment Juve-Atalanta, les deux dernières journées, je le disais tout à l'heure. Donc on espère que le Milan, tu dis qu'ils sont à court un petit peu d'arguments, là, qu'ils sont un peu à bout de souffle. On espère qu'on aura le souffle pour aller chercher évidemment cette qualification, mais pourquoi pas aussi cette deuxième place qui marquerait quand même les esprits après des années de disette, hein, parce qu'on va rappeler qu'on n'a jamais fait mieux que cinquième, je c'est crois, avec sûr. Gattuso, il y a 2 ans si je ne m'abuse. Donc ce sera intéressant de le suivre, à la fois parce qu'on est supporter, mais aussi pour le suspense de la Serie A. Bon, nous, on se retrouvera donc dimanche après Milan-Genoa qui a lieu à 12h30, hein, le fameux horaire que tout le monde adore. Donc bon week-end à tous. Salut! Salut. Ciao. Ciao.